tout à fait. Voilà, donc là, ça tourne. Euh, donc, comme je vous le disais, c'est l'occasion aussi pour nous de partager les questions et les réponses. Donc, n'hésitez pas à la fin de la présentation de poser des questions qui peuvent ne pas avoir grand-chose à voir avec la présentation, c'est pas très grave. Je vous rappelle l'historique des précédents ateliers. Donc, on avait commencé par un atelier sur le passage de SAS à R, puis les outils R sur modification massive de workspace. Donc, vous voyez, par exemple, cette présentation-là, eh bien, maintenant, elle existe en version 3, en fait. Donc, vous le représentez à un moment. On avait fait aussi une session sur l'expertise des données, l'expertise manuelle, que privilégier, quels paramètres toucher et les séries longues. Et donc là, un quatrième atelier sur la version 3 de JD Metra Plus. Et comme indiqué, les slides et les vidéos seront disponibles sous Symfony. Très bien. Donc, le logiciel JD Metra Plus, d'abord, je vais vous présenter ça rapidement, surtout s'il y a des gens qui sont un petit peu nouveaux dans le circuit. Donc, c'est un logiciel open source pour l'analyse des séries temporelles de manière générale, qui est développé dans le cadre d'un centre d'excellence sur les méthodes et les outils statistiques, qu'on appelle le TSAS, qui est donc cofinancé par Eurostat. Euh, et qui est le logiciel, lui, est développé par la Banque nationale de Belgique avec le soutien de la Bundesbank et de l'INSEE. Donc, c'est une librairie d'algorithmes pour l'ajustement saisonnier. Donc, ça, c'est ce que vous connaissez de mieux, mais aussi les estimations de tendance, le benchmarking et la désagrégation temporelle, le nowcasting, l'analyse des révisions et d'autres types d'outils, toujours liés à l'analyse des séries temporelles. Donc, la particularité de JDMetra+, c'est que les algorithmes sont implémentés en Java et sont accessibles soit via l'interface graphique, avec laquelle la plupart d'entre vous sont familiers, et ou directement dans des packages R. Donc, la chose à bien garder à l'esprit, c'est que quand on utilise la, l'inter- Ouais, l'interface graphique ou les packages R, en fait, on accède au même cœur d'algorithme. D'accord? Donc, ce ne sont pas des choses différentes. Ensuite, je vais vous parler de l'évolution du logiciel justement entre la version 2 et la version 3. Donc pourquoi les développeurs en chef qui sont à la Banque nationale de Belgique ont décidé de faire une version 3? Qu'au début, il s'agissait de faire comme souvent, souvent à l'INSEE, vous voyez dans les projets, c'est comme ça, on fait une réingénierie parce que le logiciel devient trop difficile à maintenir. Là, le logiciel a énormément de modules qui sont des modules d'estimation statistique très complexes. Et pour faciliter le travail des mainteniciens dans les années futures, il fallait faire une réingénierie. Et du coup, un des objectifs d'extension en profitant de cette réingénierie, c'était d'ajouter l'ajustement saisonnier des séries à haute fréquence. Ce que j'appelle à haute fréquence dans la suite, c'est les séries inframensuelles. Donc on a déjà quelques demandes là-dessus, des séries journalières, hebdomadaires moins, il y a des séries horaires, bi-horaires, etc. Et évidemment, une fois que la refonte a été commencée, ben, la nouvelle version s'est développée dans plusieurs directions, au-delà des deux objectifs de départ. Donc, il y a bien eu des nouveaux algorithmes pour l'ajustement saisonnier, mais aussi le benchmarking, le nowcasting. Il y a eu de nouveaux outils pour l'analyse de séries temporelles qui sont directement accessibles en R, par exemple, sans être obligé de lancer un algorithme entier d'estimation. Il y a plus de périodicité de séries pour l'ajustement saisonnier qui sont acceptées, on reviendra dessus. Et pour la production, donc je mets entre parenthèses de masse parce que ce sont des outils qui sont très intéressants quand vous avez plusieurs centaines ou plusieurs milliers de séries. Vous avez de nouvelles fonctionnalités qui vous permettent d'optimiser vos chaînes de production, ce que nous cherchons toujours à faire avec vous. Donc, la conséquence de ces extensions, c'est qu'on a une interface graphique et un écosystème R étendu. Là, je vais vous parler rapidement de l'écosystème R, parce que c'est vrai qu'on le voit assez peu et que vous pourriez tout à fait trouver des outils qui vous conviennent dans l'ensemble des packages que je vais vous présenter. Donc avant 2019, vous voyez, dans JD Metra Plus, il y avait un accès aux algorithmes qui était uniquement avec l'interface graphique et des plugins d'extension qui existent toujours en version 3 que vous pouvez télécharger et que vous voyez ensuite dans les menus de l'interface. Alors pourquoi ajouter des packages R? Eh bien justement, ça permet d'immerger des algorithmes dans l'univers R. Et dans R, il y a énormément de fonctions mathématiques, statistiques, graphiques, etc. Et une énorme communauté d'utilisateurs. Donc ça permet de fondre ces programmes et ces chaînes dans cet environnement qui est très intéressant
pour les gens qui travaillent dans la statistique publique à l'INSEE, parce que chez nous, c'est devenu le logiciel officiel. Donc, c'est très bien tombé pour l'INSEE, par exemple. Donc, peut-être que vous vous en souvenez, en tout cas, vous l'avez certainement connu. En mars 2019, il y avait le package, l'apparition du package RJD Metra, qui a été publié sur le CRAN à ce moment-là. Et lui ne contenait que, entre guillemets, X13, Zarima et Tramosites, ce qui est beaucoup. C'était le premier package R qui contenait Tramosites comme algorithme de désaisonnalisation. Et il était plus rapide que les packages R sur l'ajustement saisonnier. Alors, les algorithmes liés à JD Metra Plus sont souvent plus rapides que les algorithmes, d'autres algorithmes disponibles en R à fonction équivalente parce que justement, JD Metra Plus a des algorithmes écrits en Java. Et donc, R ne fait que la surcouche d'accès, les traitements ne se passent pas en R. Voilà, donc depuis cette publication sur l'écran de RJ Demetra, l'écosystème R est en pleine expansion. Donc, on a étendu le champ des algorithmes, vous voyez, disponibles en R, bien sûr. Dans RJ Demetra, vous aviez uniquement de l'ajustement saisonnier et uniquement Tramosites et X13. Là, on va le voir, vous avez des possibilités de faire de la CVS de données haute fréquence. Vous avez l'algorithme STL, qui existe aussi sous d'autres versions R, mais qui existe via JDmetra+. Vous avez aussi des refresh policies, comme on en voit dans l'interface, qui sont disponibles en R. Et vous avez des nouveaux outils de base. Notamment, nous, ce qu'on va voir, c'est les calendriers et la génération des régresseurs de calendriers, mais aussi de très nombreux tests directement accessibles en R. Alors là, je vous décris très, très rapidement un peu la liste des nouveaux packages en version 3. Nous, si je m'avance un petit peu, on appelle ça le RJDverse. Vous voyez, par ressemblance avec une autre famille célèbre de packages. Et donc là, si vous allez dans GitHub, sur la page RJDverse, il faut que j'y aille comme ça. En fait, c'est la page que vous verrez. Eh bien, vous avez la description de cet écosystème où vous retrouvez les packages en version 2, les packages en version 3, triés par domaine. Et voilà, donc ensuite, vous choisissez un package. Admettons que vous choisissiez de faire, vous vous lanciez dans les données haute fréquence. Donc, vous avez ajustement saisonnier des données haute fréquence. Et là, en descendant dans le package, vous avez un README, des explications, d'accord? Vous avez des cas simples d'utilisation, du code. Et bien sûr, si vous accédez via RStudio à votre package, eh bien, les packages sont documentés plus ou moins bien pour certains, mais les packages d'ajustement saisonnier que vous seriez susceptibles d'utiliser sont plutôt bien documentés. Donc là, attendez, je vais juste revenir au slide. Voilà. Donc, comme je vous le disais, tout se trouve sur le RJDverse GitHub. Vous avez les README, vous avez des pages GitHub aussi, et vous avez la documentation de JDmetra+. Je ne sais pas s'il y a un lien, si. Donc, vous voyez, là, vous avez des pages de documentation. Ça a été fait pour la version 3, donc c'est en construction. Mais vous pouvez déjà trouver pas mal de choses, notamment sur l'ajustement saisonnier, hein. Si vous regardez, par exemple, qu'est-ce qui est fait dans le pré-ajustement, eh bien, vous allez avoir des explications. C'est un petit peu ce qu'on fait en formation, mais vous avez évidemment beaucoup plus de choses et c'est plus orienté sur les fonctions. Et la documentation, quand elle décrit les algorithmes, elle a ça de particulier qu'elle va nous expliquer une certaine fonctionnalité et puis vous montrer comment l'appliquer dans l'interface ou dans R, d'accord? On fait les deux en même temps selon pour vraiment avoir une approche par le besoin. Donc, voilà, n'hésitez pas à regarder cette documentation. Et si je reviens donc un tout petit peu en arrière, hein, j'aurais peut-être dû mettre cette slide d'abord. Je vous avais fait la liste des packages par domaine d'utilisation. Donc là, c'est ce que vous avez sur les CVS, ce qui est un peu connu chez nous, c'est RJD3 X13, hein, qui correspond au X13 évidemment que nous utilisons dans l'interface. C'est le même. Pardon. Vous avez les algorithmes pour la haute fréquence et vous avez des algorithmes supplémentaires, notamment sur les filtres, X11 aussi pour diverses fréquences de série, on vous en reparlera peut-être. Et à la base de tout ça, vous avez des outils généraux qui servent dans beaucoup de packages, notamment le package RJD3 Toolkit, vous verrez, c'est bien indiqué sur la page web, qui est la base pour tous les autres packages. D'accord? Donc souvent, la question qu'on nous pose, c'est pourquoi il y en a autant? Est-ce que ce serait pas plus simple de regrouper tout ça en un, deux ou trois packages? Dans une phase de développement intense, non, parce qu'ils ont tous des cycles de vie, des responsables et des développements différents.
Donc, c'est très, très pratique de les avoir par morceaux pour l'instant. Et après, dans les années futures, il est très possible qu'il y en ait moins. Après, il n'y a pas tellement de raisons, vous voyez, qu'un package d'ajustement saisonnier comme X13 soit directement avec le benchmarking. Ça n'a pas un sens fou. Voilà. Donc, on gardera des domaines, mais c'est très possible que le nombre soit réduit. Et donc, les deux packages que vous risquez d'avoir à utiliser ou de voir notre code, en tout cas, qui y fait référence, ce sont RJD3 Provider, c'est RJD3 Workspace, parce que ça nous permet euh, justement de jongler un peu avec les workspaces dans R, d'automatiser des opérations et ensuite de revenir aux chaînes de production qu'on a l'habitude d'utiliser avec l'expertise manuelle et l'interface graphique. Très bien. Donc là, je vous laisse du code si vous voulez installer ça à partir de GitHub. Ah oui, parce que ces packages ne sont pas encore sur le cran. Ils peuvent être installés à partir de GitHub, à partir de RUniverse, et on les met aussi sur AUS. Oui. Et ils sont sous AUS. Donc pour les personnes qui ont AUS à l'INSEE, donc pas en SSM, vous pouvez les prendre sous AUS. Le mieux quand vous travaillez, c'est de prendre, alors j'ai dû le mettre quelque part là, voilà, c'est de prendre la dernière version publiée, la dernière release, d'accord? Ça, la version, pardon, ça doit être après, hein. Bah, je l'ai effacé même. Si vous prenez directement la version en développement, bah, c'est la version sur laquelle on travaille. Du coup, bah, c'est à vos risques et périls, c'est pour tester, ça peut nous aider, c'est très bien. Mais si vous faites vraiment du travail, prenez plutôt quelque chose de publié. D'accord? S'il y a quelque chose qui vous chiffonne à ce stade, n'hésitez pas à m'interrompre. Sinon, je vais passer aux algorithmes d'ajustement saisonnier de la version 3, parce que c'est en général le cœur de ce qui nous réunit, hein, la production de séries CVS CGO. Alors, je vous ai fait un petit tableau. Vous voyez, avec ce qui est disponible en version 2, ce qui est disponible en version 3, ce qui est accessible dans l'interface graphique et ce qui est accessible en R. Donc, vous voyez, en version 3, ce qui est accessible en R est beaucoup plus gros. Et vous voyez là qu'il y a deux algorithmes, X13 Arima et Tramosys, qui sont bien sûr accessibles dans les deux versions. Et ça, c'est un peu le cœur de JDMetra+. D'ailleurs, pour ceux qui ont fait des formations, j'en ai eu l'occasion d'en parler, hein. JDMetra+, au départ, a été conçu comme une interface graphique pour aider les gens à lire les sorties de X13 et de Tramosys en même temps. Ce sont des algorithmes différents, mais en regroupant le plus de choses possible, parce que je vous laisse imaginer comme les sorties SAS ou Windows ou Fortran étaient compliquées à lire. Voilà. Et vous voyez qu'en version 3, vous avez des algorithmes d'ajustement saisonnier supplémentaires. Par exemple, vous pouvez utiliser RJD3 STS si vous voulez faire une modélisation type espace-état. RJD3 STL, ça, ce sont des régressions locales pondérées, etc. Bon. En général, en production, sur ce qui nous concerne, on va utiliser RJD3 X13 la plupart du temps et parfois RJD3 Tramosites, encore qu'on verra, il n'y a plus vraiment de bonnes raisons de l'utiliser dans notre cadre, sachant que c'est un peu X13, notre algorithme phare historiquement. Alors, justement, dans X13 et dans Tramosites, il y a eu quand même quelques améliorations dans la version 3, même si globalement, les fonctionnalités sont les mêmes. On reviendra là-dessus, c'est-à-dire que si jamais vous qui utilisez X13, vous ne passez pas tout de suite à la version 3, c'est pas très grave. Vous n'aurez pas eu énormément de changements entre la version 2 et la version 3 dans ces algorithmes assez établis, disons. Il y a une chose que je ne signale pas, c'est qu'il y a eu quand même une petite correction de bug sur des prévisions qui sont faites dans X13 Arima, dans certains cas. Je vous donnerai les détails si ça vous intéresse, où il y avait une erreur de programmation en version 2, elle a été rectifiée en version 3. Donc il peut arriver que sur certaines séries, de manière assez marginale, la manière pour les connaisseurs, enfin pour vous tous, hein, j'espère, dont vous avez prolongé votre série linéarisée avant de calculer les coefficients saisonniers, les valeurs peuvent être un petit peu changées. Voilà. Donc, c'est toujours bon dans un sens de basculer assez vite aux nouvelles versions parce que quand les gens font des refontes, ils corrigent beaucoup de bugs. Et ça, c'est inévitable, hein. On ne peut pas se dire, voilà, quand on cherche, on trouve. Donc là, faire une refonte, c'est l'occasion de tout revoir. On va inévitablement trouver des bugs. Alors, au niveau des améliorations pures, vous avez la correction des outliers qui est prise en compte lors de la sélection du schéma de décomposition. Ça peut être très intéressant, vous voyez. Jusqu'ici, on n'avait peut-être pas forcément beaucoup insisté dessus, mais quand le logiciel fait pour vous le choix log ou pas log dans le préajustement, donc log, c'est ce qui va permettre un choix de décomposition multiplicatif, mais votre régression Regarima sera faite en logarithme, forcément. Eh bien, il faisait ce choix sans tenir compte des outliers de votre série.
C'est pour ça enfin, c'est pour ça et pour d'autres raisons que parfois, vous voyez, dans les cas tangents, on dit toujours à l'expertise manuelle de revoir le schéma. On peut tout à fait le changer parce qu'il y a une décomposition qui va mieux fonctionner. Donc là, il y a une correction d'outlier, mais en sélectionnant moins d'outliers pour pas trop ralentir l'algorithme. Donc en sélectionnant vraiment les très gros outliers. Mais bon, globalement, c'est quand même très très bien. Il y a aussi une correction ex ante de l'année bissextile qui a été ajoutée à Tramosites comme dans X13. Donc pour ceux qui, bon, si on n'utilise pas Tramosites, c'est moins intéressant, mais ça permet de rappeler c'est qu'une correction existe, hein, comme ça, c'est-à-dire vous pouvez corriger l'année bissextile par règle de 3, sauf que vous ne voyez pas cette correction dans vos variables intermédiaires, elle est bien faite par JDMetra+, et ça vous évite d'avoir à contrôler les résultats du régresseur leap year. Bon, évidemment, ça ne marche que dans les modèles multiplicatifs, hein, la correction par règle de 3, parce que dans le modèle additif, on ne sait pas retrouver le niveau. Mais ça peut être quelque chose de très intéressant. Et puis, on va le voir un peu plus loin dans les slides. Maintenant, JDMetra+, à l'interface, vous propose des sélections automatiques de jeux de régresseurs de calendrier. Donc, vous vous souvenez certainement, nous, on vous proposait des jeux de régresseurs et puis on vous disait, ben, dans vos chaînes de production, si vous avez besoin de programmes de sélection, on vous donne du code. Et maintenant, vous avez ça qui est intégré dans JDMetra+. Alors, notre code n'est pas à jeter, loin de là. S'il l'avait été, ça n'aurait pas été très grave, mais vous allez le voir, JDMetra+ ne vous propose pas par défaut exactement les mêmes groupes de régresseurs que nous. Voilà. Vous avez dans les améliorations aussi de nouvelles périodicités qui sont acceptables par le logiciel. Donc, en données basse fréquence, c'est-à-dire au-delà du mois, qu'est-ce que vous pouvez avoir comme périodicité? Ben, la plupart du temps, on a 12, hein, les données mensuelles, ou 4, les données trimestrielles. Mais on peut avoir aussi 6, euh, les données bimestrielles, 3, c'est quadrimestriel, et 2, c'est, je ne sais plus comment on dit, biannuel. Voilà. Ok. Semestriel, biannuel, n'importe quoi. Très bien, merci. Semestriel, donc vous avez toutes ces possibilités qui sont possibles donc pour nos séries basse fréquence. Et donc, jusqu'ici, en version 2, elles n'étaient traitables toutes que par Tramosites. Et X13 Arima était limité à 2,4,12. Vous n'en étiez peut-être jamais aperçu. Ceux qui s'en étaient aperçus, c'est les gens, par exemple, aux enquêtes de conjoncture, qui ont des données de périodicité 6 et qui, du coup, devaient utiliser Tramosites en version 2 parce que, euh, parce que justement, X13 Arima ne traitait pas ça en version 2. Maintenant, tout ça a été homogénéisé, donc on pourrait, pour cette raison, tout faire avec, il n'y a plus de raison d'utiliser Tramosites pour une raison de périodicité. Voilà, donc ça c'est pour les données basse fréquence. Pour les données haute fréquence, là je signale juste que le problème est un peu différent parce que les données ont souvent des périodicités, là je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, mais ont juste souvent des périodicités multiples et en plus qui peuvent ne pas être entières, vous voyez comme 365,25 pour l'année. Et du coup les algorithmes sont de toute façon adaptés et étendus. Et quand vous faites vos ajustements sur R, en fait, vous n'avez pas de restriction sur la périodicité dans les algorithmes haute fréquence. Vous pouvez avoir des périodicités 7, 22, 52, 18, etc. Donc ça, c'est pour ceux qui font de la haute fréquence. Alors, passons aux nouvelles fonctionnalités sur la production. Donc, un petit rappel en V2, hein, le schéma que vous connaissez bien. On crée un workspace. Ça nous permet de rassembler toutes nos séries, nos données brutes, nos paramètres et nos résultats, qui sont régénérés à chaque fois et de produire les séries CVS, mais aussi tous les diagnostics dont on a besoin, etc. Donc ça, normalement, c'est quelque chose que vous connaissez très bien. Ce qu'on faisait, c'est qu'on créait souvent un workspace avec un ou plusieurs workspaces avec l'interface graphique. Ensuite, bien sûr, en production, eh bien, on faisait tourner le cruncher, c'est-à-dire qu'on faisait toutes les estimations et les rafraîchissements de manière automatique. Et puis, le workspace résultant de tout ça était bien sûr lisible par l'interface graphique. Ça nous permettait de sélectionner des séries et puis de faire un petit peu d'expertise manuelle, de sauvegarder le tout et de produire nos séries à la fois campagne annuelle et infra-annuelle. Donc, il y avait bien sûr des outils pour pallier les lacunes que je vais présenter, mais les deux principales lacunes qui étaient résolues de manière un peu maladroite, c'était la portabilité. Changer les chemins vers les données brutes, c'était un petit peu lourd. On le faisait avec des programmes qui n'étaient pas forcément très stables, parce qu'on le faisait directement R en attaquant le fichier XML
où ce chemin est écrit, vous vous souvenez tous de ça. Et puis, quand on devait faire des définitions de spécifications de série par série, un peu à grande échelle, eh bien, c'était pas forcément très très simple non plus. Ces dernières années, ça s'est beaucoup amélioré parce que le précurseur de RJD3 Workspace, RJD Workspace en version 2, marchait déjà pas trop mal là-dessus. Toujours est-il que maintenant, c'est devenu un petit peu plus propre. Donc, pour personnaliser les spécifications, changer le chemin ou fusionner le workspace par nom de série comme deux tables de données, ce qui peut être très intéressant si vous avez d'un côté, vous voulez faire un workspace avec d'un côté des modèles réestimés pour certaines séries et d'un côté garder les modèles que vous aviez avant pour d'autres séries, vous pouvez le faire. Et donc, l'ensemble de ces fonctions qu'on ne va pas détailler aujourd'hui, hein, ce sera certainement l'objet d'une autre présentation, se trouvent dans les packages, comme je vous le disais, RJD3 Providers et RJD3 Workspace. D'ailleurs, puisque j'y pense, nous sommes en train d'écrire un document, hein, sur cette fonction de production. Donc, on va certainement mettre du code à disposition vous pourrez tester de manière encore plus ciblée. Et nous allons, au-delà de la publication de ce document aussi, j'espère que vous y serez, présenter tout cela aux journées de méthodologie statistique qui ont lieu en novembre. Voilà. Donc ça, vous voyez, ce que je viens d'évoquer, c'est comment améliorer la production classique avec des outils supplémentaires. Bon, en version 3, en fait, vous pouvez aussi faire votre production entièrement en R sans structure de workspace. Vous utilisez des objets time series, TS, que vous créez, et vous avez du coup une flexibilité totale pour la personnalisation des spécifications, etc. Vous pouvez vraiment faire des ajustements massifs. Vous allez me dire, oui, ça, on pouvait déjà le faire en version 2. Oui, mais alors, il manquait quelque chose qui est quand même une pièce importante, sauf si évidemment vous n'en avez pas besoin, mais beaucoup de gens en ont besoin, c'est que les refresh policies n'existaient pas en version 2 directement dans R, donc il fallait les recoder et veiller à ce que ça se passe bien. Vous vous souvenez, concurrent, last outliers, etc. Donc maintenant, tout ça marche très bien. Donc vous pouvez tout à fait ne jamais avoir ouvert l'interface, ne pas savoir ce qu'est un workspace et utiliser RJD3X13 et tout faire avec. Alors le défaut, c'est que les données, évidemment, si vous n'avez pas de structure de workspace, ne vont pas être lisibles par l'interface graphique. Et du coup, si vous voulez faire de l'expertise manuelle un peu intense et rapide, euh, c'est moins bien. Vous allez voir, hein, ça va moins vite. Bon, après, vous allez me dire, je peux refaire une application Shiny pour mettre mes résultats en forme, mais c'est ce qui est un peu fait dans l'interface, ce qui est très bien fait dans l'interface graphique. Donc là, il faut se poser la question. Donc pour moi, la question là, entre faire tout en R, on a déjà eu l'occasion d'en parler, ou utiliser l'interface graphique, je dirais que la première question à laquelle il faudrait répondre, c'est est-ce que je vais faire de l'expertise manuelle intensivement? Nous, on souhaite, par exemple, nous en général DMS, on souhaite pouvoir faire de l'expertise manuelle facilement. Donc, on cherche toujours à garder la possibilité d'utiliser l'interface. Voilà. Si après, vous avez tout un stock de séries que vous êtes sûr de jamais regarder manuellement, ou très peu, vous pouvez faire les choses en R. Alors, ce qu'on n'a pas encore fait, pour être honnête, et qui peut être un frein, c'est que si vous avez de très gros volumes, en R, de toute façon, ça va aller moins vite que l'interface et le cruncher. Mais en version 3, ça va aller beaucoup plus vite qu'en version 2. Donc, à voir si c'est rédhibitoire ou pas. D'accord? On fera des tests, on vous en reparle. N'hésitez pas à nous faire un retour. Je pense que si vous êtes, je dirais en R, si vous êtes peut-être sur quelques dizaines de séries, mais je pense que quelques centaines de séries, ça risque d'être très très long. Bon, ça, on refera un point là-dessus. Et voyez les algorithmes dont je vous parlais avant là dans le tableau, les nouveaux algorithmes de la version 3, donc STL, STS, etc. X12+, qui est en fait X13, mais où le préajustement est restreint au modèle Airline, qui dans la plupart des cas est suffisant. Eh bien, le défaut de ces algorithmes, pour l'instant, c'est qu'ils existent bien dans l'interface, mais ils n'ont pas de structure de workspace, de production. Donc, vous ne pouvez gérer les choses que série par série. Ce qui donc pour la production n'a strictement aucun intérêt, enfin, c'est même pas faisable. Mais j'espère dans quelques petites années, pas trop longtemps, on sera capable d'offrir cette variété d'algorithmes avec une structure de production. Voilà, là je vais revenir sur quelques petits points spécifiques de la version 3 où avec Tanguy on vous demande de faire attention si vous commencez à l'utiliser par rapport à vos workspaces parce qu'il y a quelques petits changements conceptuels, notamment dans les spécifications. Donc Tanguy, là j'avais dit démo, installation de la version 3 à partir de GitHub.
Ouais. Hein, je vais arrêter de partager, d'accord? Ok, tu veux que je partage? Juste que, ouais, montrer juste le, l'installation. Donc, à partir de GitHub, vous l'avez sous AUS. Je crois qu'on a mis jusqu'à la version 3.3. Ouais, c'est ça. Mais tout le monde n'a pas ES, donc on va vous montrer rapidement. On vous montre ça rapidement pour que vous voyez à quel point l'installation de JDMetra Plus est simple et à l'INSEE en tout cas, contrairement à ce qu'on peut nous dire, parfois ne requiert absolument pas de droit administrateur ou de choses comme ça. Parce que tous les fichiers sont déjà compilés. Il suffit, vous allez voir, comme Tanguy va vous le montrer, de dézipper un répertoire. Et alors là, j'en profite pour faire un petit commentaire qui peut être très utile pour les utilisateurs R. Si jamais vous allez télécharger les packages R, vous allez vous en apercevoir très vite. Vous avez besoin d'une version de Java supérieure à 17. Je ne sais plus où on est l'INSEE, mais très longtemps, on n'a pas eu Java 17. Je ne sais pas si on a Java 17 à l'INSEE. Pas sur nos postes, mais en tout cas, on a sur iOS, il y a Java 17. J'ai justement, à ce sujet-là, j'ai échangé avec Théo récemment qui me disait que l'équipe Data Science comptait peut-être retirer les versions de Java, mais sur iOS. Mais pas de panique parce que Java est inclus dans JDBetra+. Voilà, donc là, c'était l'objet de mon commentaire, c'est-à-dire que Tanguy va vous montrer l'installation. En fait, quand vous installez l'interface, En cette fait, version de Java Portable va être incluse dans l'interface. Et du coup, et ça c'est expliqué dans la documentation hein, des packages R, vous allez pouvoir directement lier votre RStudio à cette version de Java juste en entrant en chemin. Et donc, vous n'avez aucun problème de Java à l'INSEE. en fait, plus Voilà. simple, ouais. Euh, Là, je suis directement allé sur le répertoire GitHub, mais j'aurais pu directement commencer par taper JDMetra sur Google et on tombe directement sur ce répertoire GitHub-là. Donc, c'est aussi simple. Ensuite, le répertoire, il nous explique un peu ce qu'est GDMetra, qu'est-ce qui est contenu dans l'organisation GitHub. Et on voit qu'il y a une version 3 qui contient plusieurs répertoires et une version 2 qui en contient d'autres. Alors nous, JDMetra Plus en version 3 est contenu dans le main repository, donc ici sur JD plus main. Ensuite, donc ici, c'est vraiment un répertoire GitHub, donc on voit tout le code. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les releases, donc c'est les dernières publications des versions de JDMetra+. Donc je clique ici sur la version 3.5. Et dans la version 3.5, on peut trouver à la fin, dans les assets, donc des éléments de la release, on peut trouver plusieurs versions de JDMetra+. Donc là, il y en a vraiment beaucoup. Et nous, on travaille, bon, après, selon votre Bon, c'est bon. organisation et selon votre ordinateur, vous n'aurez peut-être pas les mêmes besoins que nous, mais nous, on travaille avec Windows. Euh, donc, on télécharge cette version-là. Pour macOS, c'est ça. Et pour Linux, c'est tous ces packages-là. Voilà, et donc vous voyez, ça s'appelle standalone parce que justement, il n'y a pas besoin d'ajouter un Java avec. Ouais. Donc, il suffit de cliquer dessus. Le téléchargement se fait directement. Et ensuite, vous avez juste à dézipper ce répertoire-là parce que tout est déjà compilé, comme vous a dit Anna. Et vous avez vu là, on va pas revenir dessus, mais le cruncher au cas où est juste en dessous, hein. C'est-à-dire qu'à chaque version de d'interface, vous avez le cruncher correspondant qui est juste en dessous, hein. Ouais. Ok, donc là, idem, hein, Windows, Bah, zip. tout ce qui commence par JDMetra tiré, c'est l'interface graphique. Et par JWSA Cruncher, c'est le cruncher. Donc le cruncher, c'est l'exécutable qui permettra de lancer JDMetra plus rapidement, sans passer par l'interface graphique, ni par les packages. OK, tac. Donc voilà. Là, j'ouvre mon JDMetra plus. Bah, j'ouvre le zip que je viens de télécharger. Et en fait, il suffit de le dézipper. Et dedans, vous trouverez un dossier Bon, NBDmetra qui contient le, le dossier bin avec les binaires de GDMetra+. Et là, il y a un exécutable NBDmetra 64 qui permet de lancer GDMetra+. voilà, donc vous n'avez plus que. Enfin, vous voyez ce que je fais moi, c'est que je fais ça et j'envoie ce NBDmetra 64 sur mon bureau. Et sur le bureau, eh bien, vous pouvez le renommer avec la version qui correspond parce qu'il s'appelle toujours NBD Metra 64. Ouais. Donc, si, voilà.
pour vous y retrouver. Ok. Et pour ceux qui sont intéressés pour avoir Java sur leur ordinateur, parce que pour Oui. des fois, pour des questions de droit, on ne peut pas tout installer, on voit que dans JDMetra, on a déjà une version de Java qui est installée. Donc, il suffit d'aller sourcer ce dossier-là, le dossier qui s'appelle JDK 21. Bon, avec Bon, le truc JDK, de toute façon, hein, s'il évolue, voilà. voilà. Et ça, c'est donc une version de Java 21, donc qui est bien supérieure à Java 17. Et ici, il y a tout ce qui est nécessaire. Parce que souvent, pour les packages R, par exemple, eh bien, vous pouvez très bien, on peut imaginer que vous installez les packages R sans installer l'interface graphique. Bon, ce sera un peu bizarre. Mais du coup, vous n'auriez pas Java d'installer. Donc, il faudrait que vous l'ayez sur votre ordinateur ou que vous l'installiez vous-même à côté. Voilà. En tout cas, dans JDMetra+, vous avez Java installé avec. Donc, pour l'installation de JDMetra+, voilà. Très bien. Alors, je reprends le zoom. Ouais. J'ai... Attends, je vais te lâcher le zoom plutôt. Ok. Je sais pas. Ok. Ouais, c'est bon. Donc, en fait, peut-être, puisque t'en as parlé, Tanguy, si on reprend, là, vous voyez, un package R quelconque. Ici, vous allez tomber dans le README, là. Je sais pas, je suis dans RJD3 Highfrec, mais ça pourrait être X13. Voilà. Bon, je sais plus si c'est au-dessus ou... Voilà, non, c'est juste au-dessus. Vous voyez, on vous dit que pour faire tourner les packages, il faut Java 17 ou plus. Et comment configurer, c'est expliqué là. Donc vous cliquez, vous tombez sur la page de la documentation qui explique le truc. Et vous avez deux manières de faire. La meilleure manière, c'est de changer votre fichier R environ là. Vous êtes tout à fait autorisé à changer. Enfin, là, je m'avance peut-être hein, à l'INSEE en tout cas. Et vous lui collez ce chemin, le chemin Java, là, vous voyez, et tout ça va marcher. Voilà, très bien. Donc, retour sur les spécifications. Donc, en version 2, vous pouvez regarder les fichiers XML qui correspondent à vos workspaces. Vous avez deux types de spécifications, une domain spec et une point spec. Et en version 3, vous avez une domain, une estimation et une point. Donc là, c'est un peu, voilà, c'est peut-être beaucoup de détails, mais c'est juste pour vous, on est obligé d'en passer par là pour vous faire percevoir deux, trois pièges. Donc, juste 2 minutes d'attention. Donc, la domain spec, c'est celle qui, dans la version 3 de l'interface, tiens, Tanguy, ouvre peut-être un workspace, je te repasserai la main, s'appelle, malheureusement, faudrait harmoniser, pardon, référence, spécification de référence, là, quand vous allez le voir dans l'interface graphique. Et donc ça, c'est l'ensemble le global de contraintes dans lequel vous allez faire votre estimation. D'accord? Vous allez pouvoir définir ça soit à gauche, comme on définissait toujours nos spécifications. Donc, soit vous utilisez une spécification par défaut. Euh, Là, peut-être que je vais pouvoir le montrer, moi, si jamais j'ai quelque chose. Euh, ouais, là, si j'ai des séries, c'est pas sûr, je le fais à la volée. Voilà. Vous voyez, vous avez le reference spec ici. Ça a été fait avec RSA3. Mm. Et donc, ça, c'est ma domain spec, d'accord? Quand je dis cloner à gauche, c'est les choses qu'on fait en formation, notamment pour mettre les user-defined regressors, tout ça. Donc ici, à gauche, là, je prends par exemple RSA3. Vous vous souvenez, je la clone. Et cette spec, je vais faire des modifications dedans. Donc ça, quand je vais l'utiliser, ça va bien devenir une domain spec. D'accord? Et une deuxième manière de changer cette référence d'estimation pour ma série, c'est de faire clic droit ici, Edit, et ici de changer ma référence spec, soit avec Select, soit avec Modify. D'accord? Par contre, je perds le plein écran. D'accord, donc ça, c'est notre domaine d'estimation, par exemple. Voilà, dans RSA3, je ne détecte pas de régresseur d'effet de calendrier. Moi, si j'ajoute, je fais une nouvelle domain spec qui vous impose un jeu reg 1 ou reg 6, etc., l'estimation sera systématiquement faite avec. L'estimation spec, c'est tous les choix de paramètres qui résultent de l'estimation ou modification dans la Graphical User Interface avec la modification à droite, comme on faisait toujours avant, sans se soucier de cette différence, puisque ça n'existait pas. Donc là, attention, je reviens.
Si je fais ma modif ici, vous voyez, là, je vais toucher l'estimation spec. Donc ça veut dire que pour l'estimation courante, je vais garder ces paramètres, mais si jamais j'applique un refresh ou quelque chose comme ça, il va revenir à la domain spec. On attire votre attention là-dessus parce que c'est ça qui est différent en fait entre les deux versions dans le comportement. D'accord? Donc après, on va voir qu'en général, vous n'allez pas pouvoir tomber dans le panneau. Euh, voilà. Alors, je reviens là. Et ensuite, bien sûr, la point spec, hein, qui est la même dans les deux versions, c'est le résultat complet de votre estimation, celui qui est écrit entièrement dans le XML, tel que si vous prenez cet ensemble de résultats plus votre série brute, vous retrouvez tout. Vous avez remarqué, JD mettra plus, on en a parlé plein de fois, il ne sauvegarde pas les résultats. Il a cette point spec, la série brute, et on refait tout. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe? Le cas intéressant pour nous, hein, parce que nous, on l'a pas mal fait, c'est qu'est-ce qui se passe si on copie en Workspace version 2, on l'ouvre en version 3. D'accord? Ça, c'est ce qui se passe. En fait, si vous faites la montée de version, ne jetez pas votre Workspace, ouvrez-les tout simplement en version 3. Attention, le retour n'est pas possible. C'est un aller simple, hein, vous les ouvrez en version 3. Et donc, il n'y a pas estimation spec en V2, donc le domain spec va être copié dans domain spec et estimation spec, ce qui va vous assurer qu'en fait, votre domain spec sera bien. Et vous n'allez pas. Ensuite, il faudra juste vous méfier des modifications à l'interface, mais a priori, votre workspace aura les bonnes spécifications. D'accord? Donc là, ce que j'explique, c'est qu'en modifiant à droite, ce que je vous ai déjà dit, on écrit dans estimation, donc c'est pas pérenne par rapport au refresh. Et comment écrire dans domain? Ben, ça, c'est ce que je vous ai montré, hein, soit à gauche, soit avec clic droit. Et évidemment, en R, vous pouvez écrire. Ça, on vous montrera les détails du code, mais certains ont déjà fait pas mal d'expérience là-dessus, n'est-ce pas, Sophie, si tu m'entends? Euh, C'est bien et explain. je pense que Sophie a tout, à peu près tout ratissé. Eh bien, vous pouvez écrire où vous voulez. D'accord? Donc, le cruncher, que va-t-il faire? Eh bien, la méthode concurrent, par exemple, va vous copier domain dans estimation avant d'estimer et va vous effacer les paramètres user-defined qui n'ont été définis que dans estimation. D'accord? Donc, s'il y a des paramètres que vous n'avez définis que à droite dans la box de l'aspect comme on faisait avant, ceux-là vont être effacés, alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Voilà, c'est un peu le piège. Et donc c'est pareil, Cruncher ou interface, sauf que si votre workspace est nouvellement créé avant la première sauvegarde à l'interface, il ne fait pas ça, il va tout vous garder. Mais bon, ça c'est un cas hyper hypothétique parce que en général, vous partez de quelque chose qui a déjà été sauvegardé. C'était juste. Il faut rajouter comme remarque, c'est que ça peut faire peur le fait qu'on efface l'estimation spec. Et c'est vrai que ça peut être dangereux parce que si on sauvegarde notre workspace, après on a perdu nos estimations. Mais c'est le cas uniquement dans la policy concurrent. C'est-à-dire que, par exemple, Oui. last outlier ne va pas effacer notre... Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Il faut qu'on vous fasse quelque chose de plus détaillé. Là, on est en train de le faire dans le document, quelque chose d'un peu plus détaillé sur les refresh. Mais les refresh policies marchent comme avant. Mais c'est vrai qu'avant, on disait toujours, on vous disait de faire attention dans l'autre sens. C'est-à-dire, par exemple, quand vous voulez recommencer complètement un traitement en version 2, si vous faites concurrent, finalement, vous avez gardé la trace de tous vos paramétrages personnels. Et Hmm. donc, il faut juste en être conscient parce que des fois, vous n'en voulez pas. Vous voulez vraiment repartir de zéro. Et donc là, il y a moyen de repartir de zéro puisque vous pouvez ajuster cette domain spec directement à l'interface. D'accord? Voilà. Alors, il y a quelques petits points hein, que vous allez remarquer dans l'interface aussi. C'est que dans l'output X11, bon, je ne sais pas si vous l'utilisez ou si vous prenez vos séries juste dans main, la table main du haut dont on a l'habitude. Là, si je reviens à l'interface, bah, vous avez une table finale D de résultats, comme on a toujours eu, hein, mais vous avez une table D finale en fait. Donc la table D, elle n'a pas les effets du préajustement, alors que la table D finale, si. D'accord? Donc la table D finale, finalement, c'est la même table que dans main, alors que la table D, ben, c'est la table sans les effets. Si par exemple vous avez des effets d'outlier, eh bien, c'est juste le résultat d'X11 sur la série linéarisée. Il n'y a pas les effets des outliers dedans. D'accord? Un petit point aussi sur l'import des données. Donc ça, de toute façon, vous le voyez, ça je vais vous le montrer tout de suite à l'interface. Donc ce que je vous disais sur la table D, pardon, c'était là. Hein, vous avez cette table D finale et vous avez cette table D, d'accord? Donc vous pouvez vous amuser à mettre des outliers. Vous verrez que les résultats n'apparaissent pas ici, mais apparaissent bien là. Et quand vous prenez les résultats finaux avec le cruncher ou avec l'interface, vous vous souvenez, vous les prenez ici. Hein.
ce qui va en fait correspondre à la table des finales. A priori, bon, c'est juste si vous voulez voir les choses un peu plus en détail. Ensuite, sur l'import des données, ben, ça se passe exactement de la même façon, hein. Ah si, peut-être une remarque que j'aurais dû faire, hein, que j'ai complètement oublié, c'est que le format XLS n'est plus accepté en version 3. C'est forcément du XLSX. Alors par contre, on vous a toujours déconseillé, hein, je sais qu'il y a moyen de faire des trucs, mais c'est d'un pénible. On vous a toujours déconseillé les calques, tout ça. C'est pas Le terrible, PDF. terrible. Ouais. Bah, c'est Franchement. le cas. Ben, il faut vérifier. Donc, moi, Non, je dirais que voilà, normalement, ça marche. Peut-être que des fois, dans certaines configs, ça ne va pas marcher. De toute façon, on garde le conseil qu'on vous a toujours donné. Prenez le temps de faire une ligne de code R pour faire un fichier CSV bien stable. Vous faites vos modifs dans Excel. Juste avant de lancer vos désaisonnisations, vous partez d'un fichier CSV bien structuré. Et c'est ce que vous gardez. Ça nous paraît le plus simple. Donc là, vous voyez juste quand on faisait le format ici. Avant, on pouvait mettre grand D ou petit d. Ici, il n'y a que petit d qui marche. Si je fais grand D, vous voyez, le format ici, c'est n'importe quoi en haut. Et c'est comme ça que je vois que le format n'est pas le bon. Ça, c'est un petit changement. Euh, et donc, ce qui est bien aussi, c'est que le clean missing, hein, que je vous disais toujours de cocher pour qu'il ne prenne pas en valeur manquante des séries qui débutent plus tard, eh bien, il est coché par défaut. Donc ça, c'est très très bien parce qu'en général, c'est exactement le comportement qu'on veut. Alors, quelques petits mots sur la correction des effets de calendrier. Un petit rappel de la version 2. Vous vous souvenez, il y avait deux jeux de régresseurs qu'on n'utilisait pas, nous, a priori, pour les raisons qu'on va évoquer dans 2 minutes. Donc, il y avait le Trading Days, il fallait penser commerce, 6 régresseurs. On distingue tous les jours de la semaine, du lundi au samedi, contraste dimanche. Et les Working Days, un régresseur, semaine versus week-end. Donc, du lundi au vendredi versus samedi-dimanche. Et bien sûr, à côté, le régresseur leap year, d'accord? Alors, du coup, là, vous étiez contraint sur la forme des régresseurs que vous pouviez utiliser, mais en plus, évidemment, et ça, vous allez voir, ça ne change pas, JDMetra Plus ne connaît pas votre calendrier national, donc là, il faut soit définir un calendrier dans l'interface, soit créer ses propres jeux. Nous, on était dans l'esprit, on crée nos propres jeux et on vous distribue, hein, c'est sous Symfony, on les donne information, etc., des reg 1 à reg 6 avec différents groupes de régresseurs. Ce qui se passe en V3, c'est que JDMetra Plus propose par défaut différents groupes de régresseurs. Vous voyez, mais qui ne sont pas tout à fait regroupés de la manière dont on le fait nous. C'est-à-dire qu'il y a le TD2 qui correspond à notre reg 1. Alors, dans JDMetra Plus, le 2 est gardé parce qu'il y a deux entités, semaine et week-end. Mais nous, vous vous souvenez, la règle dans nos nommages, que je trouve, désolé, meilleure, c'est que le nombre après le reg indique le nombre vraiment, le nombre réel de variables de régression dans le jeu. Donc ici, c'est un TD2, mais il n'y a évidemment qu'un régresseur. Voilà, ils ont aussi un TD7, mais c'est un reg 6. Bon, voilà. Et donc, vous voyez, vous avez certains regroupements qui peuvent être intéressants. Par exemple, lundi, jeudi, vendredi, samedi, le tout contrasté par rapport au dimanche. D'accord? Et donc là, toujours le même problème, pas de prise en compte des effets de calendrier. Donc là, ce qui est nouveau, si je vous montre peut-être ça rapidement avec l'interface, c'est que si vous allez ici dans les spécifications, là, donc, je suis bien consciente d'écrire dans l'estimation spec, c'est que ici, dans Trading Days, vous pouvez choisir les jeux de régresseurs. Alors pourquoi Ah oui, non, parce que je suis dans RSA 3. D'accord? Donc là, vous voyez, je vais vous le faire tout de suite. Je vais d'abord changer le, la domain spec, hein, parce que dans RSA 3, le domaine fait qu'il ne va même pas me proposer d'avoir des régresseurs de calendrier. Donc je vais en sélectionner une autre. Je vais sélectionner RSA 5, qui s'appelle 5 et non plus 5C. Et donc ici, non, quand je vais dans les spécifications, vous voyez, ici, par défaut, il va me proposer un TD7. Je peux, moi, faire toutes ces sélections ou choisir quelque chose de user-defined comme on faisait nous avant. Vous vous souvenez? TD user, ou ensuite, je vais regarder, je vais mettre des variables. Et surtout, ici, je vais pouvoir sélectionner de manière automatique. C'est-à-dire, je vais laisser défaut.
Et je vais pouvoir sélectionner selon trois types de tests, VAL, BIC, BIC, AIC, quel est le meilleur jeu selon ces critères dans les jeux que on voit là. D'accord? Donc nous, c'est ce qu'on fait hein, quand on attribue des régresseurs à une série. Et on sélectionne nos jeux de reg 1 à reg 6 en regardant, selon certains critères, quel est le régresseur qui convient. Donc là, c'est fait directement à l'interface aussi. Donc ça, c'est une nouveauté de la version 3 qui peut être notable parce que vous pouvez faire, même si, disons, dans votre chaîne production, vous ferez quelque chose d'un peu plus sophistiqué en R, vous pouvez tout de suite à l'interface présélectionner quelque chose pour voir le résultat. Ok, donc là, je vous montre juste rapidement comment on peut générer très vite des régresseurs sous R avec RJD3 Toolkit. Si vous voulez ni des régresseurs JDMetra+, ni des régresseurs qu'on vous propose, vous pouvez faire les vôtres. Donc là, c'est le calendrier français. À vous de voir si ça vous convient. Et une fois que vous avez le calendrier français, vous allez rentrer le nom du calendrier ici. Vous voyez, donc, on va générer les régresseurs avec une fonction qui s'appelle calendarTD. On va rentrer le nom du calendrier. Donc, mon calendrier avant s'appelait cal, là. Et donc, vous indiquez la fréquence de votre série, etc., la longueur. Vous avez une petite option qui est sympa. Vous regarderez dans la documentation. Il me semble que c'est S. Vous faites S, et au lieu de faire frequency, start, length, tout ça, vous faites S égale votre série brute. Et en fait, il va tout vous ajuster à votre série brute, directement la fréquence, la longueur, le début, la fin, etc. Voilà. Et donc là, vous voyez que les régresseurs, vous pouvez les définir entre guillemets n'importe comment en mettant des groupes. La seule contrainte, il me semble, hein, c'est il avait été question de faire sauter ça à un moment, mais c'est une complexité qui a été enlevée, c'est que le contraste va se faire par rapport au dimanche, qui sera zéro. Mais sinon, là où en termes de groupe, vous pouvez mettre n'importe quoi. Je suis plus sûr de ça. Je crois Je crois que ça a été qu'il remis. va se faire par rapport au groupe zéro. Ouais, est-ce que le groupe zéro n'est pas obligé d'être le dimanche? Parce qu'il y a eu une période comme ça, hein. Nous, on utilise le dimanche, hein, mais bon, on va le vérifier tant pis. Ouais, ouais. On va le vérifier, mais vous voyez, le groupe zéro, ce sera le groupe de référence. Moi, actuellement, je dirais que jusqu'à peu, ça ne marchait qu'avec le dimanche, mais peut-être que ça a été remis parce que tout au début, c'était un petit peu plus sophistiqué. Bref, mais ensuite, parmi les 6 jours suivants, vous pouvez choisir vos regroupements. Donc, les 1, les 2, les 3, vous les mettez comme vous voulez, d'accord? Et ça vous permet, par exemple, de distinguer, de faire, ah ben, c'est tout pareil, sauf le mercredi qui est différent pour des activités, etc. Donc, ça, c'est quelque chose d'intéressant et vous avez vu, on peut vous donner des exemples de code un peu plus complets, mais le code est extrêmement court. Et là, pour le coup, dans le package, c'est bien documenté. Ok, sinon, juste un tout petit, petite possibilité aussi dans l'interface, un dernier petit raffinement qui n'existe que depuis la 3.5 d'ailleurs, c'est vous pouvez nettoyer un preprocessing ou des SA items si vous avez changé des variables user defined qui lui sont liées. D'accord? Imaginez, j'ai lié moi mes reg 1, reg 6, etc. Et il se trouve qu'après, j'ai changé les valeurs de mes variables. Donc, qu'est-ce qu'il aurait fallu que je fasse en version 2? Eh bien, que, en fait, je redéfinisse les variables dans la spec pour qu'il aille me chercher les nouvelles variables de mon fichier du provider, là, enfin, même si je les mets dans utilities, etc. Et là, en fait, il suffit soit d'aller dans le processing et de faire rerun, ou aller dans le SA item, clic droit, edit, reset. Et là, il va vous chercher de nouveau vos user-defined regressors. Donc, bon, c'est vrai que si vous apercevez, par exemple, vous avez tout bien attribué et vous apercevez que vous avez fait une erreur sur des valeurs de vos régresseurs, au lieu de relancer vos spécifications, vous réexécutez juste comme ça vos SA items. Voilà. Donc ça, je crois que c'était un peu la fin des nouveautés. Là, moins drôle, on voulait quand même vous signaler un petit problème sur les deux dernières versions, là, la 3.4 et la 3.5. Bon, il y a un petit problème de sauvegarde de spécification lors de la première sauvegarde d'un workspace. Donc, je m'explique, c'est un cas assez particulier, mais on pourrait tomber dessus. Bon, hors production, je suppose. C'est, imaginez, vous ouvrez un workspace et vous commencez à modifier des spécifications et vous voulez tout sauvegarder en même temps. Eh bien, il ne va pas vous sauvegarder vos spécifications. Il va vous sauvegarder tout le reste. Mais si vous avez créé, par exemple, une spécification avec des régresseurs de calendrier, il ne va pas vous la sauvegarder. Si, par exemple, dès que vous rentrez dans l'interface, vous ouvrez et vous faites Save Workspace As, comme on fait en formation, d'abord pour créer le workspace, là, tout va marcher, d'accord? En production, c'est très, très peu probable que ça vous ennuie, parce qu'en général, vous repartez d'un workspace existant, vous le sauvegardez, c'est pas sa première sauvegarde, donc il n'y a aucun problème, mais on tenait quand même
à vous le dire. Ce problème a déjà été résolu et donc il sera officiellement résolu dans la release 3.6 qui va paraître mi-juin. Ok. Et je crois que la prochaine, c'est 3.5. Oui, 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 je me suis trompé. Oui, oui, c'est pas 3.6. Oui, ça a Mais une en tout cas, importance. la prochaine. Exactement, merci Tanguy. 3.5 points, hein, parce que quand on corrige que des petits bugs, hein, moi j'ai appris ça il y a quelques temps déjà, mais je ne savais pas au début, on range ça comme ça. Donc quand on corrige que des petits bugs, on change juste le dernier chiffre. Ouais. Mais en tout cas, sous AUS, nous, Oui, c'est ce que je disais là, c'est qu'on s'est arrêté à la V3.3. on garde la V33 tant que les bugs ne sont pas résolus comme ça. Ces petits bugs de sauvegarde. Ouais. Complètement improbable hein, que vous tombiez dedans, mais on préfère. Alors, fonctionnel, là, il y a une grosse faute. Donc, alors, les refontes. En conclusion, ce que je voulais vous dire, c'est un peu quelle est notre politique, nous, par rapport à la version 3. Donc, nous, les refontes et les campagnes annuelles qu'on fait en 2025, on essaye de les faire en version 3. Enfin, pas on essaye, on les fait toutes en version 3. Euh, pour l'instant, elles sont faites en 3.3, qui est celle qui est disponible sous AES. Donc, il n'y a aucune urgence de votre côté à faire une montée de version. Parce que même si vous voulez des outils R pour automatiser votre production, on a des outils fonctionnels en version 2, avec peut-être un code moins bien mis en forme, etc. Mais voilà, c'est possible. Et donc, disons que ce qui peut créer l'urgence, c'est que vous avez des fonctionnalités supplémentaires de la version 3 que, là aussi j'ai une typo, que vous souhaiteriez utiliser. D'accord? Donc, je sais pas, voir les nouveaux régresseurs de calendrier à l'interface. Si par exemple vous avez des séries de périodicité 6 ou 2 ou 3 et que vous voulez les désaisonnaliser avec X13, là il faut que vous utilisiez la version 3, des choses comme ça, vous voyez. Il peut y avoir de bonnes raisons hein, de faire ça. Voilà. Pour vos chaînes de production, ce qu'on vous conseille, c'est de bien enregistrer vos workspace version 2 sous version 3. Dans ces cas-là, vous n'avez aucun problème de sauvegarde ni de spécification. Donc ça, c'est très bien. Gardez peut-être une sauvegarde de votre V2, puisque une fois enregistré en V3, vous pourrez parvenir, si jamais vous avez besoin de comparer quelque chose. Et si vous avez des workspaces créés directement en V3, ben là, comme vous le disait Tanguy, on utilise la 3.3 ou on attend la 3.6, qui est donc en fait la 3.5.1. D'accord? Voilà, moi, je pense que c'est tout. Oui, c'est tout. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter pour des questions du code, démonstration, etc., que ce soit aujourd'hui ou lorsque vous aurez besoin de faire tourner vos chaînes de production. Comme d'habitude, je vais finir par quelques annonces et liens utiles. Donc, nos formations. On a la formation producteur des saisonnalisations avec JD Metra Plus en 3 jours, là, qui est un peu la formation obligatoire si vous êtes vraiment un producteur de données CVS. Donc la session de juin est annulée parce que cette année, on a peu d'inscrits. Il faut dire qu'on a eu 14 personnes en octobre. Donc il y a une session d'octobre hein, qui sera très probablement en général, qui est assez pleine parce qu'il y a des nouveaux. Donc voilà, si vous devez le signaler à des successeurs ou nouveaux collègues, ben, il faut bien suivre les annonces Sésame. Je crois que les inscriptions, c'est dans Sifor. Je pense que les annonces, tout paraît, je dirais, 6 semaines avant le début de la formation. Et sinon, depuis l'année dernière, on a 2 autres modules de formation pour compléter un petit peu. On a une formation en série temporelle avec R Initiation qu'on va refaire cette année, qui a bien plu l'année dernière, donc 4-5 novembre. Là, on fait manipulation générale de séries temporelles sous R. Donc ça, c'est bien pour les gens qui font des études, des publis et des calculs sur des séries temporelles et pas comme c'est le cas pour la plupart des gens à l'INSEE, sur des données individuelles. Donc pour les gens qui ne manient pas des données d'enquête individuelles, etc., mais bien des séries temporelles, c'est intéressant de profiter des outils spécifiques que vous offre R et aussi de profiter on fait un petit peu de CVS avec JDMetra+, de modélisation avec JDMetra+. Ensuite, on a un module avancé qu'on a notamment créé pour pouvoir faire avec vous de l'optimisation de chaînes de production, d'automatisation d'opérations avec R, soit dans le but d'une production uniquement sous R, mais surtout par rapport à vos chaînes de production comprenant l'interface graphique, pouvoir économiser les clics, automatiser un maximum d'étapes. D'accord? Donc ça aura lieu le 10 et 11 décembre. Et là, prérequis, il faut avoir ou suivi la formation producteur, on ne vérifie pas, ou avoir quand même en gros le niveau qui correspond, quoi, dans le sens où
La formation avancée, si vous n'avez aucune idée de ce qu'est l'ajustement saisonnier, etc., enfin, ça risque d'être complètement automatique, quoi. Ne le faites pas, ça n'a pas un sens fou. Faites d'abord la formation producteur et ensuite la formation avancée. Ok, et donc inscrivez-vous à la communauté Symfony. Quand vous êtes inscrit, on vous abonne à notre newsletter, où de temps en temps, on vous signale quelques nouveautés, les sorties principales, sorties de version, etc. Et sur Symfony, on essaie de mettre tout ça à jour. Si c'est pas suffisamment à jour, écrivez-nous. Mais on met une petite biblio. En général, c'est celle que vous avez en formation. On met du code R. Il y a aussi un GitHub formation R qui existe, formation R, formation INSEE, pardon, où il y a pas mal de code R. Je remettrai on remettra le lien. Mm. Et il y a les slides des formations. Et bien sûr, il y a ces fameux régresseurs que vous pourriez maintenant tout à fait régénérer tout seul, mais on l'a fait pour vous. Mm. On vous les a mis dans des fichiers, Tanguy vous les a mis dans des fichiers Excel ou CSV, donc vous pouvez directement les prendre. Voilà. Et la documentation, donc là, c'était le package en version 2 RJD Metra. Ça, c'était encore de la version 2. Et sinon, vous avez Là, dans le RGB. dans le RJDverse, comme on l'a vu au début, vous avez toute la documentation sur les packages. Et de toute façon, tous les liens, un peu ce qui regroupe bien toute l'info autour du Metra Plus, c'est sa documentation. Vous avez aussi un petit blog, mais voilà, c'est plus conférence, méthodologie, mais ça peut être intéressant pour certains. Et bien sûr, vous avez du matériel sur nos GitHub. Donc, je finis en mettant la page de la documentation où vous pouvez déjà faire quelques recherches. Et si vous voyez surtout des erreurs, bon, des manques, en général, on en est conscient, c'est qu'on n'a pas eu le temps de le faire. Mais si vous voyez des erreurs ou des choses pas claires, n'hésitez pas à nous écrire. Et d'ailleurs, pour tout, pour l'interface, pour les packages, etc., Mm. vous pouvez toujours mettre des issues sur GitHub. Alors, si vous n'avez pas envie de mettre d'issues sur GitHub, écrivez-nous. On les mettra nous-mêmes. Parce que je dirais peut-être le seul truc qui retient un peu les gens, et moi y compris d'ailleurs, de mettre une issue sur GitHub, c'est qu'on se demande toujours, il faut bien chercher si le sujet n'a pas déjà été traité. Bon, si jamais, c'est pas grave, on sera très Ouais, mais indulgent, hein. mettre en double que de pas Voilà, mettre. oui, de pas le mettre du tout, mais c'est vrai que voilà, on cherche, moi je cherche toujours. C'est bon. Donc en tout cas, si vous faites un petit blocage là-dessus, écrivez-nous, on s'en occupera. Et sinon, allez sur GitHub. Euh, Là, vous voyez, par exemple, vous pouvez aller aussi sur le GitHub de la documentation et vous mettez une issue et vous dites, par exemple, voilà, ce lien-là ne marche pas ou là, il y a une information qui ne convient pas. En V2, c'était vrai, en V3, il faut que vous mettiez à jour ou des choses comme ça, d'accord? On a essayé de faire dans la documentation, de faire coexister la V2 et la V3. Donc vous avez là où vous avez des différences, on les signale dans des fenêtres, etc. Voilà. En tout cas, si vous faites des tests, nous on aime beaucoup et n'hésitez pas à nous écrire avec les résultats. Donc là, si je reviens par exemple dans le RJDverse, imaginons que bon, ce qui est assez probable, si vous mettez au package R, vous utilisiez X13 ou Toolkit, allez, on va dire X13. Donc là, vous voyez, hop, vous allez dans les issues et vous dites, écoutez, j'ai ajouté tel régresseur, j'ai essayé de faire tourner telle estimation et ça ne marche pas. Alors, ce qui est très important, c'est de nous mettre des copies d'écran, de mettre le code que vous avez utilisé. Et si c'est vraiment quelque chose de grave avec l'interface, etc., ben, il va falloir probablement nous envoyer votre workspace. Mm. Voilà. Donc, au format zip, même sur Ex- GitHub, ça passe. Exactement. Et ouais. Mm. Donc, ça, c'est ce qui concerne les packages. Et ce qui concerne l'interface, hein, bon, ça, c'est comme on vous l'a montré. Vous allez dans JDMetra Plus ici. Vous, ce que vous utilisez, c'est l'interface main. D'accord? C'est ce que Tanguy vous a montré tout à l'heure. Donc, ici, vous voyez 83 issues. Bon, il y a beaucoup de demandes d'embellissement, évidemment, hein. Mais il y a quelques bugs. Et donc, ici, vous créez une issue et vous pouvez mettre en pièce jointe, en workspace. Oui, c'est Ça ça. passe. C'est ça, oui. Un Voilà. workspace. Parce que nous, ce qu'on va chercher, c'est à reproduire l'erreur, hein, bien sûr. Une photo ou même une vidéo, une capture d'écran, n'importe quoi qui puisse aider à reproduire l'erreur. Parce qu'en fait, selon la configuration des ordinateurs, des fois, on n'arrive pas forcément très bien à reproduire les erreurs des uns et des autres. Donc, c'est bien de. Sûr. Mais sinon, par mail, on a déjà débugué plein de personnes. Voilà. Et en tout cas, ce que nous, on ne résout pas, on le met ensuite sur GitHub. Voilà, bah écoutez, moi, je pense que là, j'ai fini la présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.